Certains auteurs veulent faire du cinéma un art dans lequel ils vont imprimer quelque chose de particulier, non pas uniquement en reproduisant certains codes ou en s'accaparant même la base même de ce septième art, mais plus radicalement en y incluant leur vision de celui-ci. On ne les compte plus, les grands auteurs qui ont su prendre un récit que l'on connaît presque par cœur pour en faire un morceau de cinéma qui les inspire et qui les pousse à voir autrement par l'œil d'un objectif, un personnage ou un geste de septième art pur qui va alors leur permettre de nous faire rentrer de manière subtile ou parfois extrême dans leur regard autour d'un art où ils ne veulent pas simplement faire acte de présence. Ces auteurs sont souvent catalogués comme étant des visionnaires, mais parfois, ils vont bien plus loin que cela, ne s'inscrivant pas uniquement dans une vision poussée, mais souvent très rangée, d'un art qu'ils dominent, mais dont la vision est souvent vue comme étant trop en avance sur leur temps, ou trop radicale, pour convenir à tout le monde, mais bien plus encore que d'être des visionnaires, selon moi, ces auteurs sont avant tout des génies. Et un génie, on en tient clairement un au travers du cinéaste que l'on va traiter aujourd'hui. Un cinéaste qui fut le fer de lance d'une génération d'auteurs venant du Mexique, dont il sera indéniablement le plus grand représentant, ou en tout cas le plus populaire, au cœur du cinéma américain. Un auteur dont la vision du cinéma n'a d'égal que sa propension souvent extrême, mais toujours belle, à repousser les limites visuelles et graphiques de celui-ci pour nous embarquer dans des œuvres surprenantes par de nombreux aspects, mais avant tout à la hauteur de la promesse évoquée. Guillermo del Toro est un auteur extraordinaire qui parvient non seulement à totalement dominer le septième art, mais également à lui donner une forme et une puissance dramatique qui ne peut laisser perplexe, tant il sait faire et donner aux spectateurs une envie de vouloir se plonger et de se laisser porter par des sujets dont le sens et la forme n'ont d'égal que la fantastique maîtrise d'un cinéaste, comme il n'y en a pas deux. Et clairement, l'un de ses plus beaux exemples reste son troisième long métrage. Un troisième long métrage, précisément, après un premier passage aux États-Unis souvent reconnu comme étant intéressant mais maladroit, mais qui lui permit de partir en Espagne pour trouver au cœur d'un petit village une intrigue sur le papier particulièrement soignée et simple, renouant avec tout un pan du cinéma fantastique qu'il aimait plus que tout, en plaçant son action au cœur d'un orphelinat peu de temps après la fin de la guerre civile espagnole. L'Échine du diable est un morceau de cinéma absolument magnifique de la part de Guillermo del Toro. Une œuvre fascinante, non pas uniquement dans son visuel, toujours aussi parfait, mais qui était déjà là dans ses deux précédents longs métrages, mais surtout dans la justesse avec laquelle le point de vue de l'auteur, autour de la jeunesse face à l'horreur de la guerre, ressort avec une telle puissance et une telle finesse que l'on cerne tout de suite ce qui le fascinera fortement ensuite au fur et à mesure de l'avancée de son cinéma. Mais en tout cas, c'est un brillant exercice de septième art que le metteur en scène parvient à emmener le plus loin possible dans le genre. Indéniablement, si l'on s'approche de la filmographie du réalisateur mexicain le plus américain au monde, il est évident que Del Toro a toujours été fasciné par les imageries intenses et profondément marquées du cinéma de genre. Les imageries imprimant des moments de cinéma radicaux, mais également intenses d'un point de vue émotionnel et sensoriel, proposant non seulement une vision de cinéma, mais également une certaine vision de l'art. S'il est évident que l'on peut relier son cinéma au genre du fantastique et du gothique par la singularité de ses cadres et de sa lumière, le lien fort qu'il fait entretenir entre ses thématiques et le regard presque enfantin de ses projets, aussi bien du point de vue des sujets qu'ils abordent, tout autant que la forme qu'ils donnent à ses narrations, il est évident que Guillermo del Toro aime appuyer le point de vue que ses récits vont avoir pour emporter la dramaturgie de ses récits vers des questionnements profonds de l'identité de ses héros, face souvent à une forme de peur ou de fantastique qui ne peut les laisser indemnes. C'est cette maîtrise de la peur et du fantastique qui l'emmènera extrêmement loin, notamment avec son sixième long métrage. Un film que tout le monde connaît, une œuvre qui a totalement imposé Del Toro comme l'auteur d'une génération avec un projet fantastique tout simplement impérial, mais surtout l'écrin parfait pour le metteur en scène afin de mettre en relief les thématiques et les réflexions qui le traversaient à l'époque pour livrer le récit de cet enfant perdu au cœur d'une famille tiraillée à l'image d'une Espagne de 44 torturée. Le labyrinthe de Pan est magnifique, glaçant, terrifiant, fascinant, merveilleux, cauchemardesque. Il représente à merveille le style de Guillermo del Toro, mais surtout parvient à allier avec une immense grâce et une maîtrise de chaque instant, une patine et une composition graphique qui ne laissent pas indifférent, mais qui surtout rappellent à quel point une image de cinéma peut traumatiser un spectateur, et en même temps le pousser dans son imaginaire. Et c'est un spectateur torturé par un Sergi Lopez tétanisant qui vous le dit. C'est aussi merveilleux que terriblement dur à regarder. L'exceptionnel mis en relief par un cinéaste qu'il est tout autant. C'est comme cela qu'il faut voir la forme des œuvres de Guillermo del Toro, un auteur qui ne cherche pas simplement à placer ses récits dans un contexte unique ou dans une forme atypique, mais également dans ce que le cinéma a de plus intense, de plus viscéral, de plus juste, et en ce sens, son cinéma est un magnifique exutoire de nos émotions les plus enfermées et difficiles parfois à mettre en relief.
Del Toro joue avec nous au travers de ses œuvres, appuie les imageries, intensifie la générosité de ses récits, jouant aussi bien sur les tableaux du genre que sur ceux du divertissement le plus sommaire possible sur le papier, pour en transcender les codes et parvenir à livrer des instants de 7e art aussi intimes que personnels et des moments de divertissement aussi universels que finalement explosifs dans leur démarche. Et cet aspect plus divertissant du cinéma de Guillermo del Toro, on le retrouve encore aujourd'hui dans ce qui est, à l'heure actuelle, son ultime blockbuster. Un film de monstre, mais pas que. Et c'est là la grandeur d'esprit du metteur en scène mexicain qui réussit au travers d'un genre peu apprécié du public occidental à mettre en forme un affrontement magnifique entre des robots géants dirigés par des hommes et des femmes et des monstres venus de très loin pour ne réaliser qu'une seule chose, l'extinction de l'humanité. Cela au cœur d'un film de kaiju absolument exceptionnel. Pacific Rim est le blockbuster que l'on n'attendait plus à l'époque. Le brillant et fantastique coup de génie de Guillermo del Toro dans toute sa splendeur et sa démesure, une œuvre qui épouse encore une fois les névroses et les passions profondes du cinéaste, en même temps que de nous offrir son amour du cinéma de monstres et de méca japonais, pour un instant d'action qui reste gravé dans ma mémoire, comme une perle de divertissement comme malheureusement le cinéma américain n'en fait plus assez, qui a tellement bidé, que cela le poussera à revenir à du cinéma plus intime et humain. Et il est évident que son retour à une forme de suspense beaucoup plus primaire qui faisait les prémices de son cinéma au tout début est une promesse particulièrement alléchante. Une promesse qui prend la forme d'une adaptation particulièrement intrigante autour d'un roman dont il n'est pas le premier à avoir éprouvé une réelle fascination, pour un moment de cinéma qui semble renfermer en son sein toute la magie et surtout la puissance d'un auteur ne cherchant pas uniquement encore une fois à pousser son cinéma dans sa direction, mais plus radicalement dans celle d'une expression très universelle. Ce Nightmare Alley semble être une œuvre pleine de promesses et d'ambition, une œuvre assez folle et dantesque visuellement, qui semble vouloir non seulement se poser comme un fantastique exercice de style pour Del Toro, mélange de gothique et de cinéma noir, pour une œuvre qui ne pourra laisser indifférents les spectateurs qui accepteront de se laisser porter par un moment de 7e art qui risque de marquer ce début d'année 2022. En espérant surtout qu'il rencontre un peu plus le succès qu'aux États-Unis où le film a bidé alors que ça semble terriblement injuste.